Bonjour à tous, très heureux aujourd'hui de faire cette session des Journées européennes de la Société française de cardiologie qui est consacrée à l'angioplastie à haut risque protégée par assistance circulatoire percutanée avec le sponsor de la société Abiomed. Nous avons la chance d'avoir un orateur reconnu sur le sujet, à savoir le docteur Guillaume Schurz, qui est cardiologue interventionnel et cardiologue intensiviste sur le CHU de Lille et actuellement secrétaire de groupe USIC de la Société française de cardiologie. Mais Guillaume, à toi l'honneur. Alors bonjour à tous, merci au comité d'organisation d'avoir pu me permettre de parler sur ce sujet, au laboratoire d'Abiomed de m'avoir permis de discuter sur ce topic de revascularisation coronaire dans le cadre d'une angioplastie à haut risque grâce à l'assistance circulatoire. Donc voici mes conflits d'intérêts en lien avec cette présentation. Et donc tout d'abord, il convient de rappeler un petit peu de quelle est la définition finalement d'une angioplastie à haut risque. Alors c'est une définition assez complexe, parce qu'elle est un petit peu obscure, mais en tout cas, elle regroupe trois composantes qui sont la défaillance hémodynamique, la complexité de la coronaropathie et les comorbidités du patient chez qui on effectue cette revascularisation. Donc, l'ensemble de ces items est associé à en tout cas une augmentation de mortalité. Et donc, il convient de parfaitement sélectionner ces patients, et ce n'est pas toujours évident, afin de leur proposer une prise en charge adaptée et, si besoin, d'adopter un support d'assistance circulatoire pour leur vascularisation coronaire. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a pas mal d'essais tout de même dans l'angioplastie à haut risque depuis une quinzaine d'années. En haut, en fait, on voit les essais qui sont intéressés en fait à l'angioplastie étiquetée à haut risque, en tout cas en termes anatomiques, c'est-à-dire que chez les gens pluritronculaires ou les atteintes du tronc commun chez les patients diabétiques, par les essais Syntax notamment, Freedom et plus récemment Noble et Excel qui sont intéressés à la revascularisation du tronc coronaire gauche. L'essai BCIS est un essai qui a comparé en fait l'intérêt du ballon de contre-pulsion versus le traitement médical dans l'angioplastie à haut risque. Et toutes les essais en bas, notamment en jaune, sont les études qui se sont intéressées en fait à l'assistance transvalvulaire comme l'Impella par exemple, avec l'essai Protect 1, Protect 2, le registre d'Impella américain et plus récemment l'essai Protect 3 avec un nombre non négligeable de patients tout de même, puisqu'il y a plus de 1143 patients. Donc on voit que la littérature est assez imposante en tout cas et permet probablement d'apporter quelques éléments de réponse. Ce qu'on remarque également, c'est qu'au fil du temps, la complexité des patients se majore. En fait, on voit dans l'essai Syntax versus l'essai Protect, c'est que les malades sont de plus en plus graves, avec des fonctions ventriculaires gauche de plus en plus altérées, des comorbidités de plus en plus importantes, en tout cas en termes de proportion, et une complexité anatomique également plus importante, avec un score Syntax plus élevé dans les essais actuels, des scores de risques chirurgicaux plus importants, même beaucoup plus importants dans les essais comme l'essai Protect versus l'essai Syntax, par exemple. Et en fait, tout cela s'observe très très bien par un décès, en fait une mortalité à 3 mois qui est 5 fois plus importante dans les essais, notamment avec le ballon de contre-pulsion et surtout l'Impella versus les essais Syntax. Donc on remarque en fait que plus on avance dans le temps, plus la complexité des malades est majorée. Et ce qu'on voit bien en fait sur les courbes de mortalité. Que peut-il vous arriver durant une angioplastie au risque? Donc là, je fais surtout appel évidemment aux angioplasticiens. Pour le coup, il peut vous arriver tout un tas de choses pendant une coronarographie chez un patient au risque. Il peut vous arriver, des arythmies peuvent survenir, des difficultés techniques X ou Y, et ça, je pense que tout le monde peut en attester. Une insuffisance rénale liée au produit de contraste, la survenue d'un oriflow, d'un dommage d'ischémie-reperfusion, un arrêt cardiaque, un état de choc. Tout un tas de choses peuvent survenir. Donc en fait, la principale chose qu'il faut effectuer, c'est d'anticiper les problèmes, et c'est ça en fait le plus difficile. C'est que certains malades vont faire des problèmes, d'autres non, alors qu'ils ont parfois le même profil clinique. Donc c'est pas simple d'identifier en fait les malades qui pourraient bénéficier de support d'assistance. En tout cas, vos objectifs primaires doivent être au maximum de réduire le travail myocardique et la consommation d'oxygène du myocarde, et d'assurer une perfusion d'organes, et surtout d'anticiper
c'est qu'il peut vous arriver. Donc ça nécessite un travail en amont pour ne pas se retrouver dans des situations un petit peu complexes et démunies de toute solution. Si on considère des paramètres hémodynamiques, ce qu'on voit par exemple donc ça reste une simulation informatique, hein, donc c'est pas non plus des données cliniques, mais quand on prend par exemple un patient de 74 ans déjà ponté qui se présente pour un syndrome coronaire aigu en état de choc avec manifestement en fait une artère unique, hein, c'est-à-dire un tronc commun serré le réseau latéral, quand on voit en fait ici les données hémodynamiques d'ischémie chez un patient en état de choc, ce qu'on remarque c'est que dès qu'on commence à inflater un ballon dans une artère unique, comme c'est le cas pour ce patient, on voit que la pression artérielle chute de façon majeure, ce qui induit en fait une défaillance hémodynamique brutale que potentiellement vous allez ne pas pouvoir récupérer. Quand vous décidez d'assister ce patient par des systèmes de support mécanique, quand vous prenez un ballon de contre-propulsion, vous voyez que vous augmentez en pratique la force du ventricule gauche, de par notamment l'augmentation de pression artérielle diastolique et de perfusion coronaire. Donc ce qu'on remarque, c'est que finalement, il se passe à peu près la même chose dans le temps, c'est-à-dire que quand vous gonflez un ballon dans les artères coronaires uniques, pour le coup, comme ce patient, vous vous retrouvez dans une situation où en fait, la défense hémodynamique va tout de même arriver, mais avec un temps un peu plus prolongé que pour le premier. Et donc, in fine, en fait, vous allez retrouver dans le même résultat, c'est-à-dire dans une situation catastrophique où l'hémodynamique va être extrêmement précaire. Quand vous utilisez en revanche un système d'assistance transvalvulaire, vous voyez que malgré en fait l'inflation du ballon, vous maintenez une perfusion satisfaisante avec une pression artérielle moyenne aux alentours de 60 mm de mercure, de par en fait l'assistance circulatoire qui est en place et vous permet de travailler correctement dans des bonnes conditions hémodynamiques. Et malgré en fait la chute du travail ventriculaire gauche, vous avez toujours le maintien d'une perfusion tissulaire, ce qui est extrêmement important dans ce type de circonstances. Alors, tout ça, c'est des simulations informatiques. Alors, est-ce que des travaux cliniques ont apporté d'autres réponses? En tout cas, pour le ballon de contre-propulsion, tout ce qui a été fait n'a montré aucune supériorité du ballon de contre-propulsion versus le traitement médical. Ici, on voit l'essai BCIS chez 300 patients avec une dysfonction ventriculaire gauche ne montre pas de différence en termes d'événements cardiovasculaires. Ce qu'on remarque, c'est que le fait de mettre un ballon de contre-propulsion de façon élective vous expose à un risque de saignement plus important. En revanche, vous avez un taux de complication qui est moindre, et donc ce qui souligne l'intérêt d'un support d'assistance chez ce type de population. L'essai CRISP-PMA est un essai en fait dans l'infarctus antérieur sans choc qui essaie de démontrer une réduction de taille d'infarctus du myocarde chez les patients revascularisés seuls ou avec ballon de contre-propulsion. En fait, on voit que ça ne change pas grand-chose. Et donc, pour moi, le ballon de contre-propulsion est plutôt quelque chose à oublier, ce qu'a démontré d'ailleurs de plus grands essais randomisés, notamment dans le choc cardiogénique. Tout cela a induit en fait une augmentation en fait d'utilisation des assistances transvalvulaires, notamment, enfin en tout cas des ventriculaires assist device percutanés, comme l'Impella par exemple, c'est ce qu'on voit sur ce diagramme. L'utilisation du ballon de contribution a chuté, que ce soit pour le choc cardiogénique, mais également pour l'angioplastie au risque, alors qu'au contraire, les autres types d'assistance ont grimpé en flèche de par les essais négatifs concernant le ballon de contribution. Ce qu'on voit essentiellement, c'est que pour le coup, ces systèmes d'assistance sont principalement utilisés dans un nombre assez restreint d'hôpitaux, c'est ce qu'on voit ici sur ce diagramme. Et donc, ce n'est pas non plus la règle de tous les hôpitaux, et c'est le cas notamment en France. Mais pour autant, est-ce que ça a un impact en termes d'événements cardiovasculaires et de mortalité? Ce n'est pas toujours sûr. Parce que l'essai PROTECT 2 est un essai qui a comparé environ 450 patients entre le ballon de contre-propulsion versus l'Impella 2.5, qui n'est plus utilisé d'ailleurs quasiment, chez les patients, chez les angioplasties au risque, non urgentes. Ce qu'on voit, c'est que globalement, cet essai est tout de même négatif en intention de traiter, ce qui est le plus important, que ce soit à 30 jours ou sur un suivi à moyen terme. Il ne faut pas oublier que ces systèmes sont certes performants en termes d'hémodynamique, mais ils restent tout de même dangereux et à ne pas mettre dans toutes les mains, parce qu'ils peuvent être associés à un excès de mortalité, un excès de saignement et d'accidents vasculaires cérébraux, d'où l'intérêt de parfaitement sélectionner vos patients et d'avoir des bonnes pratiques vous permettant d'éviter les complications, notamment les complications vasculaires, qui ont un impact majeur en termes de pronostic.
Ce qui est important de constater, c'est que votre expérience a du sens. Pourquoi? Parce que ce qu'on remarque, c'est globalement la mortalité est assez faible dans l'angioplastie coronaire, que le taux d'angioplastie au risque stagne un petit peu dans le temps dans les registres de l'IEPCI. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que l'expérience de l'opérateur a un impact extrêmement important, et c'est logique, hein, en termes d'événements cardiovasculaires, de saignements, de mortalité dans les angioplasties complexes. Et donc, ces angioplasties doivent avoir lieu dans des centres avec des opérateurs expérimentés. C'est exactement pareil pour l'impact de la revascularisation extensive, c'est-à-dire complète. Ce qu'on sait, même si l'analyse peut être complexe, et très complexe, et il y a plein de facteurs confondants, mais globalement, ce que la littérature nous dit, c'est que vous soyez en situation stable ou instable, il y a un impact très important de la revascularisation coronaire complète, qu'elle soit anatomique ou guidée par la physiologie. Et donc ça, c'est vraiment un point très important, c'est-à-dire que plus vous vous astreignez à revasculariser de façon complète vos patients, plus il y a un impact en termes de mortalité. Et tout cela a pu influencer les résultats de Protect, parce que quand on regarde les résultats de Protect en enlevant les premiers patients, c'est-à-dire qu'en ajoutant la touche opérateur expérience, eh ben vous, pour le coup, les résultats deviennent significatifs, même en intention de traiter. C'est exactement pareil pour la revascularisation extensive. L'Impella est bien sûr associé à un degré d'hypotension moins important parce que c'est un support qui est beaucoup plus performant que le ballon de contre-pulsion. Et donc, tout cela vous permet d'obtenir en tout cas une revascularisation plus complète pour vos patients, ce qu'on voit ici face à cette courbe en bas. Et tout cela est probablement associé à une diminution des événements cardiovasculaires, mais également une diminution de la mortalité. Et donc ces paramètres sont extrêmement importants et ont pu influencer le résultat de Protect. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit. C'est tout l'intérêt en fait de l'essai Protect 3 qui a été réalisé sous peu. Qu'est-ce que c'est que cet essai? C'est le même essai que Protect 2, mais 10 ans plus tard, c'est-à-dire qu'avec des meilleures pratiques, des meilleures optimisations médicales, des opérateurs expérimentés de la technique il y a plus d'une dizaine d'années. Et donc, on a regardé un petit peu ce que ça faisait par rapport aux patients de Protect 2, qui sont des patients assez anciens finalement. En 2009, c'est il y a 10 ans, c'était les débuts de la technique, en tout cas d'assistance par Impella. Et donc, tout cela peut avoir eu un impact très important en termes d'événements cardiovasculaires et de mortalité. Ce qu'on constate dans Protect 3, c'est que déjà les patients sont plus graves. C'est-à-dire que le support est mis en place plus longtemps, le pourcentage de patients pluritronculaires est plus important, le pourcentage d'atteinte de l'IVA ou du tronc commun est plus important. Et on voit bien, en fait, ces malades sont plus graves, en tout cas pour leur prise en charge initiale. Non seulement ils sont plus graves, mais par contre, le support d'assistance a permis qu'ils soient revascularisés de façon plus complète. C'est ce qu'on voit sur les scores syntaxe avant et après angioplastie. Entre Protect 2 et Protect 3, on voit que ces patients sont mieux revascularisés de façon plus complète. Et donc, tout cela a pu jouer sur les outcomes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on constate. C'est-à-dire que ce qu'on voit, le taux d'événements intra-hospitaliers, d'infarctus du myocarde, de revascularisation, de décès, est bien moindre dans l'essai Protect 3 que dans Protect 2. Et donc, on voit bien que cet apprentissage de la technique, d'expérience d'opérateur, de revascularisation complète, tout cela a permis en fait, de vous retrouver dans une situation où en fait, vos patients sont mieux pris en charge et avec probablement un bénéfice en termes de mortalité et d'événements cardiovasculaires. Ce qui est aussi important de souligner, c'est que cet effet bénéfique se prolonge dans le temps. On voit ici en fait le taux d'événements à 90 jours. Il est beaucoup plus faible dans le groupe Protect 3 versus le groupe Protect 2 ou même chez les patients qui ont un ballon de contre-pulsion. La seule chose qui manque à cet essai, bien évidemment, c'est que tous ces patients pris en charge pour une angioplastie plus complexe ont été assistés. Et donc, il faudrait les comparer à un groupe qui bénéficie d'une angioplastie au risque, mais sans support d'assistance, d'où l'intérêt d'un essai randomisé, comme il va être bientôt réalisé, qui est l'essai Protect 4. Ici, on voit le résumé en gros des essais Protect 1, Protect 2 et Protect 3. Mais Protect 4 est donc un essai randomisé qui va potentiellement pouvoir répondre à la question, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice réel d'assister vos patients par Impella dans le cadre d'une angioplastie au risque, parce que ça va randomiser des patients avec angioplastie avec Impella versus une angioplastie sans support, en tout cas
préétabli à l'avance. Et donc, cet essai permettra de répondre à toutes ces questions. Mais en tout état de cause, à l'heure actuelle, il semblerait qu'il y ait un bénéfice à assister vos patients par une pompe transvalvulaire dans le cadre d'une angioplastie à haut risque. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Guillaume pour cette excellente présentation, très claire et didactique comme toujours. Quelques points peut-être pratiques à voir avec toi. On voit finalement que le concept est séduisant. On va assurer un débit cardiaque, une perfusion qui va permettre de réaliser un geste compliqué techniquement et ou dans un contexte hémodynamique qui est pas satisfaisant. La problématique qui apparaît nettement, c'est les complications vasculaires. Quels sont les petits trucs pratiques pour essayer d'améliorer les choses? Alors, pour ce qui est des. Merci Clément, c'est toujours chouette de pouvoir discuter ensemble. Alors, pour ce qui est des complications vasculaires, c'est vrai que la barre artérielle a un impact vraiment très, très important dans les angioplasties ou les procédures de cardiologie structurelle comme le TAVI, etc. Alors maintenant, avec l'expérience des devices tout d'abord et puis les systèmes de fermeture, ça s'est grandement amélioré par le passé. Je pense il est extrêmement important d'essayer de limiter ces complications en fait, majeures, qui en plus ont des traitements antithrombotiques souvent assez imposants. Ce qu'on a l'habitude de faire ici, et je pense que c'est le cas de pas mal d'autres centres, c'est déjà d'avoir un abord vasculaire vraiment verrouillé, c'est-à-dire que tout est fait avec une ponction éco-guidée, que ce soit pour la mise en place de l'assistance ou alors le TAVI ou autre, mais en tout cas pour l'assistance, c'est systématiquement éco-guidé, voire même avec une imagerie scanographique si on sait que le malade est artériopathe, pour soit en fait traiter les jambes, pour permettre l'accès de l'assistance, ou alors avoir un accès un petit peu enfin, inhabituel, comme les voies axillaires, etc. Mais en tout cas, c'est déjà arrivé. Donc, la ponction est systématiquement éco-guidée. Ensuite, quand on met le device, on met toujours un système de pré-closing, c'est-à-dire que c'est des systèmes de fermeture qu'on met juste après la ponction, avant la pose des gros désilés. Comme ça, une fois qu'on retire le cathéter, on serre les systèmes de fermeture et en fait, ça permet d'avoir la plupart du temps une étanchéité qui est vraiment parfaite quasiment. Dans ce type de circonstances, les complications vasculaires, elles sont toujours mineures parce que le device est laissé en place pas très longtemps. Quand on le pose, souvent on le pose avec un ACT qui est assez faible, et quand on le retire, on attend que l'ACT diminue. Donc tout est fait pour limiter les complications vasculaires. C'est très très différent des gens chez qui on met une assistance circulatoire au cours d'un choc cardiogénique, par exemple, qui le gardent longtemps. Et souvent, c'est chez ces patients-là qu'on observe des complications vasculaires et très très peu chez les malades pour les angioplasties au risque parce que tout est fait pour limiter le risque. La ponction vasculaire, le temps limité du device, les systèmes de fermeture qu'on ne peut pas mettre pendant une semaine chez un malade aux soins intensifs, par exemple. Ce n'est pas possible, c'est une source infectieuse importante. Et donc, tout est fait pour limiter ce taux de complications. Et d'ailleurs, ça se voit au cours du temps. On voit Protect 2, Protect 3, par exemple, et les essais. Plus on avance dans le temps avec l'habitude des devices, moins les complications vasculaires sont importantes. Et ça, c'est un point majeur. Et ce que vous faites en pratique, vous, pour ces patients qui ont une angioplastie programmée à haut risque, vous faites des Dopplers systématiques, un scanner systématique. Comment tu vois les choses, toi? Toujours. Alors, Doppler, toujours. Toujours, on le fait systématiquement. Et quand il y a un doute sur quoi que ce soit, on fait une imagerie scanographique. Et si on voit que les axes sont hostiles, soit on décide de ne pas faire, soit on décide de traiter les jambes dans le même temps. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'on mette des stents dans les jambes pour permettre l'accès du device et permettre l'angioplastie à haut risque. C'est déjà arrivé. Donc on fait comme ça, ouais. Merci. Donc, du coup, imagerie systématique avant et que faites-vous après chez ces patients? Des imageries systématiques aussi ou juste sur point d'appel clinique? Non, on le fait, en fait, tu as raison de le préciser, on le fait de façon systématique. Alors, c'était pas le cas au début. Et en fait, on s'est rendu compte que, une fois, il nous est arrivé un gars comme ça, où, où on a eu un saignement sur un espèce de faux anévrisme assez tardif. Donc, on fait systématiquement une imagerie Doppler le lendemain de la procédure.
et on le fait systématiquement quelques jours après la procédure ou avant que le patient sorte. Toujours. Ça, c'est toujours vérifié, que ce soit par Doppler ou par une imagerie scanographique s'il y a un doute. Mais en tout cas, le Doppler est systématique, avant et après. Du coup, Guillaume, en pratique, quand on fait de l'implantation pour choc cardiogénique, on fait toujours une échographie qui a à la fois le but d'évaluer le VG, les valves et le VD, et puis de voir la position de la machine. Dans une angioplastie à haut risque, cette échographie cardiaque est indispensable ou pas? Indispensable, non, mais parce qu'on pourrait être honnête, elle est très souvent réalisée au préalable parce que c'est souvent des malades qui nous sont soit adressés de l'extérieur, qui ont déjà eu tout un bilan, dont une échographie cardiaque, ou alors on la refait ici quand ils sont hospitalisés, parce que quand même très souvent ces procédures d'angioplastie au risque ne sont pas des procédures électives, hein, c'est souvent des gens qui sont soit en choc cardiogénique, soit qui sont vraiment extrêmement précaires en termes d'hémodynamique ou de fonction ventriculaire gauche ou droite. Donc pas toujours, mais on a quand même l'habitude de bien évaluer les fonctions gauche et droite pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi d'une part. Et puis quand on a un doute ou alors qu'on a le temps, il faut être honnête, on leur fait un cathétérisme invasif. Comme ça nous permet de voir d'où démarre le malade, ce qui se passe un peu pendant la procédure, et puis ce qui se passe quand on l'arrête, et est-ce qu'on est en capacité, en mesure d'arrêter. Parce que ce qui peut arriver quand même, c'est que les malades extrêmement instables deviennent dépendants de l'assistance, et notamment l'Impella. En fait, on voit le malade, en fait, il a une courbe de pression artérielle qui est totalement plate. Et donc, le sevrage peut parfois être complexe. Alors, souvent, on n'a pas trop de mal en mettant un peu de drogue et puis en diminuant progressivement la machine, mais l'hémodynamique invasive, elle peut quand même parfois un peu aider. Donc l'échographie, oui, quasiment toujours, et parfois le cathétérisme droit aussi, parce que ça nous permet de bien pouvoir appréhender si le malade est sevrable ou pas, et de le faire progressivement et de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de perfusion tissulaire, notamment. C'est vrai que c'est un peu notre expérience aussi toulousaine. L'échographie dans le RIS PCI, on l'a fait quand même pour l'implantation, pour être sûr de notre position de machine. Et puis finalement, on a pour lequel le sevrage ne sera pas en salle de cardiologie interventionnelle, mais potentiellement sur l'USI quelques heures après. Parfois, c'est 4 heures, 6 heures, 12 heures de support, mais c'est quelque chose qu'on a assez fréquemment. Quand tu discutes d'angioplastie, on va dire, protégée ou avec un support, il y a la possibilité aussi qui est faite par certaines équipes, et je voulais avoir un petit peu ton point de vue là-dessus, de le faire avec des amines purement. Alors, la dobutamine, on connaît ses limites en termes de vasoplégie et donc d'hypotension, d'arythmie. Et probablement sur un cœur ischémique, c'est peut-être pas facile à faire, mais on a un certain nombre de centres et puis ça nous arrive aussi de le faire sous noradrénaline. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, c'est beaucoup moins invasif, ça c'est sûr. C'est sûr qu'en termes de, si on parle purement physiopathologie, c'est évidemment contre-intuitif, mais d'un autre côté, c'est aussi beaucoup moins coûteux et beaucoup moins risqué. Donc, pourquoi pas? C'est vrai que nous, on ne le fait pas trop, mais pour être très honnête, très souvent, les angioplasties à haut risque ici, c'est souvent des malades qui sont déjà sous inotropes. Donc, très, très souvent. Ou un peu de vasopresseur. Parce qu'en pratique, l'expérience que moi j'ai de l'angioplastie au risque, c'est que quand le malade n'est pas en état de choc, très souvent, il n'a pas besoin de la machine. Donc, très, très souvent. Mais bon, il y a des cas qui m'ont démontré le contraire, et voilà, donc je modère un peu mon propos, hein, mais très souvent, c'est quand même l'impression qu'on a. Donc, c'est une très bonne idée de faire ça. D'ailleurs, il y a même des gens qui vont potentiellement tester ça avec le lévocimandant, par exemple, qui le mettent avant une angioplastie au risque chez les gens qui ne sont pas éligibles à une assistance circulatoire. Donc, ça a du sens, hein, sur le plan physiopathologique. Ce qu'il y a, c'est que c'est quand même une niche de patients pas simple à trouver déjà. Mais en tout cas, l'idée est intéressante. Donc, les vasopresseurs, en tout cas, comme vous faites vous, je trouve que c'est une bonne idée. Peut-être faudrait qu'on y pense, nous. C'est vrai c'est pas l'habitude qu'on a. Parce que souvent, en fait, les gens qui sont pas en état de choc sous drogue, on a quand même l'impression qu'ils n'ont pas besoin de la machine la plupart du temps. Et c'est un petit peu la lecture en fait des papiers qui sont des papiers américains ou allemands, et qui ont quand même pas la même pratique de l'angioplastie que l'angioplastie en France. Alors, on peut avoir les débats sur le niveau technique et le nombre de procédures faites par les angioplasticiens français. Je peux y aller de manière objective puisque je ne le suis pas, contrairement à toi.
Mais c'est vrai que nos patients en angioplastie à haut risque, c'est finalement des patients en pré-choc ou choc, alors que leurs patients, c'est une anatomie complexe, une insuffisance rénale, un diabétique. Et finalement, l'impression que j'ai, moi, non interventionnelle, c'est que ces patients-là, en France, on ne les considère pas comme une angioplastie à haut risque selon la définition américaine, en fait. Alors oui, c'est une excellente remarque et c'est, je pense, l'analyse qu'il faut avoir de ces stratégies. C'est que clairement, c'est vrai que les gens qui sont faits outre-Atlantique, des angioplasties au risque, c'est des gens qu'on dilate comme ça à longueur de journée, hein. Donc, pour être très honnête. Donc, euh, c'est vrai que en France, là, enfin, j'imagine que enfin, dans votre centre, c'est à peu près la même chose. Je suis quasiment certain, chez nous aussi, c'est vrai que c'est souvent des malades qui sont en pré-choc, en état de choc, et pas du tout des malades diabétiques à FE basse, chez qui, en fait, quand on fait quelque chose, bah, il ne se passe pas grand-chose, pour le coup. Donc, c'est ça, en fait, c'est ça la difficulté majeure de ces essais, c'est un problème de définition de qu'est-ce qu'une angioplastie à haut risque. Parce que c'est certes des critères anatomiques, hémodynamiques et de comorbidité, mais c'est quand même surtout d'intervenir chez des gens en choc cardiogénique, quoi. Je ne suis pas sûr que dilater des troncs communs avec une fraction d'éjection altérée, je ne suis pas certain que ces malades aient quand même besoin d'une assistance circulatoire. Donc voilà. Mais d'un autre côté, chez les anatomies extrêmement complexes où on sait qu'on va passer du temps dans les coronaires, que le malade a une fonction VG, une mauvaise fonction VG, et qu'on va faire un geste compliqué avec des risques d'occlusion coronaire ou d'interrectomie rotationnelle sur des vaisseaux uniques, etc., où qu'ils vont, on sait qu'ils vont être très instables sur le plan hémodynamique. Ces gens-là, on pousse quand même un peu aux stratégies d'assistance, mais c'est finalement des malades qui sont, à mon avis, beaucoup plus avancés dans la maladie, beaucoup plus graves que ceux qu'on peut observer dans les publications américaines. Je pense d'ailleurs, ça se voit sur leur taux de décès, etc., qui est quasiment nul, en fait. Donc, par définition, C'est c'est des gens qui ont une colopathie. c'est toute la difficulté d'analyse de ces études quand on nous montre une mortalité entre 4 et 10%. Bon, c'est vrai qu'on a du mal à situer un petit peu nos patients, mais c'est souvent le cas quand même avec les publications interventionnelles américaines, où ils se basent plus contre opposés à une assurance qu'un succès clinique française. Et en pratique, Protect 4, t'en penses quoi? Ah bah, je pense que ça peut apporter de très bonnes réponses parce que pour les coups, tous les autres essais montrent peut-être un signal positif, mais ils sont quand même globalement négatifs. C'est-à-dire que Protect 2, enfin après, je ne parle pas du ballon de contre-propulsion, mais Protect 2, c'est un essai qui, quand même, en intention de traiter, est négatif. Il est positif en protocole, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il ne faut pas oublier que, voilà, que ça ne montre pas une supériorité d'un device, hein, mais la non-infériorité. Donc, le Protect 3 est une belle étude dans le une chose qui est importante, c'est que on arrive à maturité du device, euh, c'est-à-dire que les gens savent s'en servir, ils ont des bonnes pratiques d'accès vasculaire, ils ont moins de complications. Ce qui embête en fait les gens quand on met ce type de système, hein, c'est les complications vasculaires. Donc les gens ont l'habitude de l'utiliser, donc c'est arrivé à maturité, et donc c'est le moment d'avoir un réel essai randomisé, ce qui est le cas de Protect 4, c'est-à-dire des gens qui ont des critères d'angioplastie au risque. Évidemment, la définition de ces critères sera peut-être un peu difficile, mais ils sont traités traitement médical, enfin conventionnel versus angioplastie avec assistance. Et ça permettra de répondre réellement à la question, parce que pour le moment, certes, les données de Protect 3 sont encourageantes et nous poussent à l'utiliser dans certaines circonstances, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de groupe contrôle non plus, hein. Donc, Protect 4, ça permettra probablement d'apporter des réponses, et tant mieux. Et donc, je suis très content que ça se fasse, en tout cas. Mais on va attendre ces résultats. Et pour les mots de la fin, si tu dois donner pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer ce type d'angioplastie à haut risque, 4 ou 5 mots-clés, pratico-pratiques. Bien sélectionner vos patients déjà, pour ne pas leur être délétère, avoir en fait des pratiques, enfin des guides de bonne pratique pour la ponction vasculaire et être vraiment extrêmement rigoureux parce que ça c'est un élément majeur. Ne pas penser qu'aux artères et puis pas oublier que derrière il y a quand même un patient, de l'insuffisance cardiaque, un projet thérapeutique peut-être plus lourd à évoquer. Je pense que déjà quand on maîtrise bien ces trois sujets-là, je pense que déjà, c'est une grande avancée. Ça évite de faire des bêtises et d'être plutôt bénéfique.
Merci Guillaume pour cette belle présentation et cette belle discussion derrière que j'espère avoir été pratique pour nos auditeurs. Et puis à très bientôt.